Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la vie après le pouvoir, avec un dossier consacré aux anciens présidents du Bénin. Au programme également de cette émission, le débat sur une éventuelle modification de la Constitution, toujours au centre de la discorde au Congo. Et au comment, plus que 3 jours avant les élections législatives du 25 janvier, plusieurs fois reportées. Et enfin, en 3e partie, focus sur le 18e sommet de l'UEMOA qui vient d'avoir lieu au Bénin. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Lanciné Camara, vous êtes président de l'Union internationale des journalistes africains. Bienvenue. Merci beaucoup. Et avec nous également nos éditorialistes, Grâce Rukindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Merci Fanny, bonne soirée à nos téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Congo, le débat sur le changement ou non de la Constitution continue à animer la classe politique. À l'occasion des 13 ans de son adoption, les partis politiques de la majorité présidentielle ont signé une déclaration dans laquelle ils appellent au changement de la loi fondamentale, une démarche rejetée par l'opposition. Un reportage de notre correspondant Brass Bafolo. Changer la constitution du Congo, l'idée est avalisée dans cette déclaration signée par des partis politiques de la majorité présidentielle, associations et personnalités du monde politique. Ce document a été signé le 20 janvier dernier au Palais des Congrès de Brazzaville, soit 13 ans jour pour jour après l'adoption de la loi fondamentale en 2002. Soucieux de préserver le processus irréversible de la démocratie en République du Congo, de renforcer le principe de séparation des institutions, de maintenir les acquis de paix et de développement et de garantir aux générations futures la protection de l'environnement. Grands absents de cette cérémonie, le MCDDI, le RDR, le RDD, le RC, le RDPS, le MUST ou le MSD, tous membres de la majorité. Certains de ces partis disent non au changement de la Constitution, tout comme les partis de l'opposition qui dénoncent une manœuvre pour reconduire le président Sassou qui ne peut se présenter en 2016 selon la Constitution actuelle. Le changement envisagé n'est pas à concevoir en rapport avec un homme ou en considération des intérêts privés égoïstes, mais est le fruit d'une vraie théorisation de l'intérêt général. Le 31 décembre dernier, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, appelait au dialogue pour le changement de la Constitution. La réponse de l'opposition est sans équivoque. Nous ne participerons à aucun dialogue sur la question puisqu'il n'y a pas de débat. Il y a une constitution qui a été votée. Nous demandons simplement au PCT et au président de la République d'appliquer la constitution. Si débat il y a, je l'ai dit et nous l'avons dit, ce débat ne peut porter exclusivement que sur le système électoral congolais, une fois de plus, qui est le pire de tous les systèmes en Afrique aujourd'hui. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République rappelait que si besoin est, cette question sera tranchée par le peuple. Gracien, est-ce qu'on peut le dire que ce changement de constitution voulu par les partis de la majorité, en tout cas certains partis de la majorité, est un prétexte pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter? Oui, bien sûr, ça se voit, c'est clair. Ça se fait dans plusieurs pays. On l'a vu au Burkina Faso, on le voit dans la région. Il y a le Congo, il y a RD Congo, il y a d'autres pays comme le Burundi, le Rwanda, il y a même... Donc c'est à la mode aujourd'hui. Ce qui se passe aussi au Congo, c'est qu'ils veulent changer la majorité. Les partis de la majorité essaient de changer la constitution pour que le président Sassou Nguesso arrive à avoir un 3e mandat et éventuellement 4e, pour qu'il n'y ait plus cette limitation de mandat, ce problème déjà africain, parce que, rappelez-vous, quand il y a eu le problème des conférences nationales, c'est qu'on avait des présidents qui restaient au pouvoir. Il y avait les changements, la volonté de changement pour qu'il y ait des changements. Les présidents partent et d'autres viennent, parce qu'on ne peut pas estimer qu'on est le meilleur dans un pays pendant 10 ans, 20 ans à vie. Il y a d'autres qui poussent, d'autres qui évoluent. Donc, ce qui fait qu'il y a cette alternance que les peuples veulent. Et au Congo, ces changements de constitution, notamment au Congo, c'est aussi une volonté du président de se maintenir, n'est pas vraiment pour le peuple congolais. Jean-Marie, certains partis, même dans la majorité, disent comme l'opposition non à ce changement de la Constitution. Qu'est-ce que cela démontre? Est-ce que c'est un sujet qui finalement divise même au sein de la majorité? Cela démontre pas mal de choses, Fanny, dans la mesure où on sait que ça démontre déjà dans un premier temps, c'est que l'Afrique, c'est-à-dire on n'est pas
on est toujours dans le discours, on va nous dire que vous n'êtes pas mûrs pour la démocratie. Et quels sont nous-mêmes, nous sommes les propres acteurs, si vous voulez, du dénigrement qui se passe à l'extérieur vis-à-vis des pays africains. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays et c'est quelque chose de précis. Et dans cette précision-là, vous avez la durée du mandat, éventuellement dans certains pays, vous avez l'âge. Par exemple, quand je regarde le cadre du Congo, à ma connaissance, d'après ce que j'ai pu lire, le président, si vous voulez, ça va jusqu'à 70 ans. Exactement. Je pense très bien. Donc là, quel âge a le président Sassou aujourd'hui? Ça veut dire que le premier citoyen d'un pays est le premier à vouloir bafouer, si vous voulez, la loi fondamentale qui a été votée par l'ensemble du peuple. Donc à partir de là, on se retrouve dans des situations qui font en sorte que l'Afrique, on nous considère toujours comme des éternels enfants. C'est à nous-mêmes, moi je dis toujours que les problèmes africains ne seront jamais résolus par l'extérieur. C'est nous-mêmes qu'il faut, soyons, si vous voulez, nos propres tombes. Et après on se plaint que vis-à-vis de l'extérieur, les gens ne nous écoutent pas. Vous avez une loi fondamentale qui est posée, dont les principes ont été scrupuleusement étudiés par l'ensemble des partis politiques, quel que soit, même si vous avez un pays qui n'a que 2 partis politiques, dès l'instant que vous avez posé une loi fondamentale, cette loi fondamentale-là doit être respectée par tous les partis en place, y compris les partis qui sont au pouvoir. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi j'exhorte nos présidents, si vous voulez, eux-mêmes à pouvoir mettre de l'ordre dans nos classes politiques et dans leur façon d'agir. Et à partir de là, l'extérieur nous verra avec énormément de sérieux. On ne peut pas se dire, vous n'avez aucun être dans ce monde qui peut se dire que j'ai tout le savoir possible et imaginable. Il serait préférable, chacun vient, il fait ce qu'il a à faire, il passe la main et on progresse. Monsieur Camara, que pensez-vous de cette volonté d'une partie de la majorité présidentielle au Congo de vouloir changer la Constitution au regard de ce qui s'est déjà passé au Burkina Faso? On a l'impression que le cas burkinabé n'a pas vraiment servi d'exemple. Dans cette affaire, nous marchons sur des œufs. Il faut que l'argumentation triomphe, que la vérité triomphe. La majorité présidentielle a tort. Le président Sassou Nguesso a gouverné longtemps le Congo, que vous connaissez, le Congo-Brazzaville. Il est parti, il est revenu, parce qu'il y a eu la guerre civile, quand Lissouba a été chassé. C'est par suite de guerre civile de beaucoup de morts. À mon avis, le président Sassou devient à la fois pompier et pyromane. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chefs d'État africains, devenus pompiers et pyromanes, croyant pouvoir éteindre l'incendie, beaucoup y ont laissé leur plume. Et beaucoup finissent devant la CPI. Moi, je considère le président Sassou Nguesso comme un homme qui doit être sage, un homme qui doit être modéré, qui doit apaiser et qui doit tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il doit dire « j'ai régné, je passe la main et je veux que ça se passe dans l'apaisement ». Il faut consolider l'unité nationale. Il faut éviter de nouveaux morts. Si le président ne veut pas finir devant la Cour pénale internationale, c'est le moment ou jamais de savoir partir. C'est pourquoi je dis que nous marchons sur des œufs, nous ne dirons rien qui puisse envenimer la situation. Le président doit partir maintenant et en beauté avant de finir comme Compaoré. Merci. Dans l'actualité également, aux Comores, après plusieurs reports, les élections législatives auront enfin lieu ce 25 janvier. Un véritable test pour le pouvoir avant la présidentielle de 2016. Mais pour l'instant, les inquiétudes portent sur l'organisation du scrutin. Aminata Diak. Aux Comores, les élections législatives auront lieu ce dimanche. Initialement prévues en novembre 2014, elles avaient été reportées pour le premier tour le 25 janvier 2015 et le second tour le 22 février 2015. En cause, les difficultés à financer l'organisation du scrutin selon les autorités. À l'approche de l'échéance électorale, certains acteurs politiques saluent la volonté du gouvernement de tenir ces élections conformément au calendrier fixé. Je tiens très honnêtement à saluer le président Ekiliou qui, malgré les conseils de certains très proches collaborateurs qui souhaitaient que les élections n'aient pas lieu, le chef de l'État a tenu bon et par honnêteté intellectuelle, je me dois de saluer la tenue de ces élections. Mais maintenant, il est vrai que ce n'est pas vraiment les meilleures des conditions du monde. Les conditions ne sont pas
réunis. Cependant, à 3 jours du scrutin, beaucoup d'électeurs remettent en question la fiabilité des cartes biométriques déjà distribuées. Pour Farmer Saïd Ibrahim, la question mérite d'être posée. Ils ont donné à une société française nommée Gemalto, qui ont confié la mission de récolter une base de données nouvelle. Et moi, j'ai décrié depuis 6 mois, 8 mois, que nous ne voyons pas pourquoi l'opportunité de créer encore une nouvelle base de données, alors qu'il en existe déjà. Pourquoi ont-ils voulu dépenser 2 milliards pour donner à une société qui venait refaire un travail déjà existant? En réalité, c'était uniquement pour se partager cet argent. Et j'accuse maintenant le gouvernement d'avoir trompé le peuple comorien, puisqu'ils ont fait cette récolte de bases de données et les cartes qui ont été envoyées par cette société Gemalto, en réalité, ne sont pas biométriques. Et là, je suis formel là-dessus. Ce ne sont pas des cartes biométriques. Plus de 275 000 électeurs devront se rendre aux urnes sur l'ensemble du territoire comorien ce dimanche 25 janvier. Pour clore les débats, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est voulu rassurant en ce qui concerne le bon déroulement du scrutin. Ainsi, les électeurs pourront aller voter munis d'une pièce d'identité ou d'une simple fiche d'état civil. Gratien, l'instauration de la biométrie est censée assainir le processus électoral dans les pays où cela est mis en place. Et pourtant, on voit qu'il est souvent critiqué. Comment expliquer ? Il est souvent critiqué parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'introduire un système biométrique pour que tout aille bien. Il faut d'abord qu'il y ait la base. C'est comme quand on dit l'informatique, il faut qu'il y ait les éléments, les données qu'on rentre. Or, aux Comores, il y a ce problème d'organisation. On sait bien, c'est pays où pratiquement il y a la moitié de la population se trouve à l'étranger, et puis un pays constitué de plusieurs îles, sans infrastructure, même pour aller d'une île à une autre, même sur une île, c'est difficile de se déplacer, il manque des routes. Donc, ce qui fait que la récolte des données pose des problèmes, et aussi les cadres, disons, les cadres administratifs vraiment pour suivre et mettre en place tout ce système ne sont pas là. Et on voit le résultat de ce qui se trouve, c'est... Mais au moins, on peut souligner qu'il y a la volonté du pouvoir, parce que le pouvoir a accepté affiche les listes électorales pour que les gens puissent dire « j'ai été inscrit 2 fois ou 3 fois » ou « j'ai pas été inscrit », pour qu'il y ait les corrections. Il y a d'autres pouvoirs qui essaient de cacher les informations. On voit bien que c'est un problème technique, un problème d'organisation, mais ce n'est pas un problème de bonne foi au niveau de l'organisation de ces élections. Jean-Marc, est-ce qu'on peut espérer quand même un scrutin transparent dans l'ensemble ? Un scrutin transparent sur l'ensemble, je ne saurais pas dire Fanny, mais il faut repartir sur une chose, c'est que la dynamique, si vous voulez, politique aux Comores, c'est quelque chose qui est assez complexe tout simplement. Pourquoi? On nous a parlé dans le reportage des 3 grandes îles. Ces 3 grandes îles-là, ce sont 3 cultures économiques différentes, politiques différentes. Tout simplement pourquoi? Parce que bon, il faut regarder que tout le monde regarde la présidentielle à venir. Donc la présidentielle à venir, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aux Comores, vous avez une présidentielle qui est tournante en fonction des îles. Donc, à l'intérieur de la classe politique, vous avez des stratégies avec des luttes souterraines, c'est-à-dire pour pouvoir influencer et tenir le maximum. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas dire exactement, si vous voulez, si le processus électoral se passera de manière claire, mais il y a une chose, c'est qu'il faudrait déjà stabiliser cet environnement politique-là. Comme Gratien était en train de le dire là tout à l'heure, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut que les principes de comptage, même si on y a introduit la technique, la biométrie, si vous voulez, bon... Vous savez, des informations, on nous parle de l'informatique. L'informatique, si vous voulez, c'est pas le garant total, si vous voulez, de la comment dirais-je, de la clairvoyance des dirigeants déjà et de la fiabilité, si vous voulez, des listes qui sont mises en place. Ça dépend, comme il disait tout à l'heure, des données qui sont introduites à l'intérieur. Mais si vous avez déjà pas un consensus au départ entre les différents partis politiques, ça voudrait dire que vous pourriez faire toutes les comptabilisations possibles que vous voulez. Fanny, même si c'est fiable, vous aurez toujours des partis qui vont le contester. Dans un environnement particulier comme celui-là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Merci. Nous allons marquer une courte pause en un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Africa 24 Magazine vous fait découvrir dans une édition spéciale le pays de Toumaï, le Tchad. Entreprise publique, la grande modernisation, urbanisation, le renouveau de N'Djamena et les confidences de son maire Ali Haroun.
Lac Tchad, trouble en eau douce, l'armée nationale entre force et faiblesse, décryptage, les jeunes et l'innovation, Financia, redynamisation du secteur bancaire, géopolitique, le président Idriss Déby Itno, un garant de la sécurité sur le continent, agriculture, élevage, banque, infrastructure, télécommunications, découvrez les dossiers portant sur les grands secteurs stratégiques. Les interviews exclusives du Premier ministre Kalzebe Payimi Debé qui donne la priorité à l'emploi des jeunes. Dadoum Younoussmi, le ministre des Infrastructures, qui veut faire de N'Djamena l'épine dorsale de la liaison routière Dakar-Djibouti. Tourisme, les chefs-d'œuvre de la nature. Africa 24 CEO vous dévoile les 20 patrons qui font le business du Tchad. Dabakar Tahir Moussa, fondateur et bâtisseur du groupe Almana, à Ali Ahmed Ali, surdoué du Holding 3A. Dayat Ndiaye, la première femme architecte, à Khadija Kolingar, la patronne des patronnes qui livre ses confidences. Africa 24 Magazine et son cahier spécial Africa 24 CEO, en français et en anglais, hors série spécial Tchad. Les défis de la Renaissance sont en vente chez votre marchand de journaux. De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains, et de nos éditorialistes Grâce Rukindikisa et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Le Bénin a connu 11 présidents depuis l'indépendance. 3 sont aujourd'hui toujours en vie. Certains ont choisi de se retirer de la vie politique après leur départ. D'autres, au contraire, ont préféré rester sur la scène nationale. Mais dans tous les cas, leurs avis restent très écoutés. Un reportage de Franck Noudofina. Des indépendances à nos jours, la République du Bénin a connu 11 anciens présidents. Des militaires, mais aussi des civils. Parmi eux, 3 sont encore en vie. Émile Derlin Zinsou, 96 ans, Mathieu Kérékou, 81 ans, et Nicéphore Dieudonné Soglo, 80 ans. Tous n'ont pas connu la même longévité à la présidence, mais à un moment ou à un autre de l'histoire du Bénin, ils ont passé le pouvoir, même s'il est vrai que les conditions de ces transitions politiques ne sont pas les mêmes. Au Bénin, les anciens présidents sont bien souvent consultés et leur avis compte beaucoup lors du règlement de certains différends au sein de la classe politique. Quelle vie après le pouvoir pour ces anciens chefs d'État? Se sont-ils véritablement éloignés de la politique? Quel regard portent-ils sur la classe politique aujourd'hui? Émile Derlin Zinsou est le plus âgé de tous les anciens présidents encore vivants au Bénin. Mais il est aussi celui des 3 qui a fait le moins de temps au pouvoir. C'est le 17 juillet 1968 qu'il prend le pouvoir, 8 années après l'indépendance. Mais très vite, un putsch le renverse. Nous sommes en décembre 1969. Le jeune médecin né le 23 mars 1918 à Ouida, au sud du Bénin, a fait son entrée en politique au lendemain des indépendances. Au fond, j'ai trouvé la politique au berceau. Parce que mon papa, instituteur, et ses amis, ses collègues et amis, quand il se passait quelque chose quelque part dans les territoires français, il était à l'écoute, mais juste ils étaient révoltés par les injustices, par l'injustice commise à plus de 2000 km, 3000. En 2012, l'ancien président Émile Derlin Zinsou a publié la première partie de ses mémoires. Plus que des mémoires, c'est l'histoire récente de l'Afrique que l'observateur béninois raconte. Il appelle la jeunesse à plus de patriotisme.
c'est à la fois un message d'examen de conscience et un message d'espérance. Examen de conscience, parce que malgré le fait que nous ayons passé par des événements qui sont fondamentaux pour le développement de notre pays, nous n'avons pas tout fait ni tout dit. Nicéphore Dieudonné Soglo est le seul des anciens présidents du Bénin à être encore présent dans la sphère politique aujourd'hui. Maire de Cotonou, la plus grande ville du Bénin, il est devenu président de la République après l'historique conférence des forces vives de la nation en février 1990. Il connut un seul mandat, 1991-1996. D'abord Premier ministre du Haut Conseil de la République, il a été l'un des acteurs importants dans l'aboutissement de la conférence des forces vives de la nation. La conférence nationale a été une rupture, une prise de conscience. Et c'est en même temps un apprentissage avec à la fois ses succès et puis également ses échecs. Mais nous en avons tiré la leçon. Au Bénin, il est quasiment impossible de parler de la révolution de 1972 sans évoquer le général Mathieu Kérékou. L'ancien militaire de 81 ans a dirigé le Bénin pendant 29 ans. Même s'il est vrai que les réactions sont controversées sur le bilan de son passage à la tête du pays, beaucoup reconnaissent le rôle important de celui qu'on surnomme le caméléon dans le cadre de l'alternance politique en 2006. Je voudrais humblement inviter les candidats à la magistrature suprême de notre pays à faire preuve de retenue afin que les élections présidentielles se déroulent dans la paix et le respect des valeurs républicaines. Les angoisses et inquiétudes agitées ça et là au niveau de nos populations ne nous honorent guère. Nous sommes les enfants d'une même nation. Pour beaucoup de jeunes au Bénin aujourd'hui, les anciens chefs d'État suscitent le respect. Pour eux, le rajeunissement progressif de la classe politique aujourd'hui au Bénin est le signe de la bonne marche du processus d'alternance au pouvoir. Les jeunes à la tête des États, à la tête des institutions, c'est d'abord une révolution. C'est d'abord un changement de la façon de voir les choses. C'est d'abord un changement dans la façon de faire les choses. Et donc vous allez constater que les pays qui sont gouvernés par des jeunes ou les institutions qui sont présidées par des jeunes sont des institutions qui donnent une certaine accessibilité aux nouvelles technologies, aux méthodes modernes de gouvernance. Je pense que c'est l'apport des jeunes, ça. Au Bénin, les anciens chefs d'État bénéficient d'un statut juridique qui leur donne des avantages matériels et sécuritaires, de quoi leur permettre de continuer une vie normale après le pouvoir. Tous se sont illustrés dans la résolution des différends préélectorales de 2011. Aujourd'hui, toujours disponibles, ils sont prêts à donner de leur énergie pour un bon aboutissement du processus électoral devant conduire aux municipales et législatives de 2015, mais aussi à la présidentielle de mars 2016. Monsieur Camara, comment expliquer que les anciens présidents du Bénin soient aujourd'hui toujours consultés lors de crises ou de moments importants de la vie politique? Le Bénin a été victime de plusieurs coups d'État, mais ce qui est bien chez les Béninois, c'est qu'ils savent tirer des leçons de leurs défaites, des morts qui ont été à l'époque du côté aussi bien de Aoumadegwe. Il y a eu naturellement quelqu'un qui était avec le président Houphouët-Boigny qui venait régulièrement à Abidjan. Et puis entre-temps, le caméléon qu'on appelle Kérékou a mis fin à cet état de choses. Coup d'État sur coup d'État, il a pris le pouvoir. On ne le donnait pas pour longtemps. On disait, voilà, il n'avait pas une formation. Il a mis de l'ordre, il a fait de la résistance, il a éduqué les masses populaires et il a dit c'est le patriotisme et rien d'autre. Entre-temps, il est parti, il y a eu la conférence nationale
On lui a dit, vous avez fait un certain nombre de temps au pouvoir, il va falloir s'en aller. Il est parti, Kérékou, très intelligemment. Quand bien même par la suite, il est revenu. Ce qui veut dire que ce sont des gens sages. Ce qui est bien chez les Béninois, c'est toujours tirer des leçons du passé. Vous savez, la charte du Mandé, au XIIIe siècle, au moment où, évidemment, l'Empire du Mali était à son apogée, tout ce qui se fait actuellement, si les Africains avaient suivi la charte du Mandé, il y aurait moins de coups d'État, il y aurait moins de dictature et il y aurait moins de morts. Donc, les anciens présidents de Bénin doivent être remerciés, d'abord parce que quand ils vont à l'étranger, ils ne cherchent pas à passer par la mafia internationale pour faire des coups d'État. C'est ça qui est très mauvais dans certains pays africains. Un chef d'État, il n'est plus dans son pays, il va voir la mafia, il arme les gens et c'est la guerre civile. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux risquent de finir. Ceux qui s'acharnent à faire ça, ceux qui s'amusent à faire ça, eh bien, nous leur disons bienvenue à la CPI. Je le dis une fois de plus, parce qu'on dit l'Union internationale, l'Union africaine. Mais l'Union africaine doit avoir ce que j'appelle une juridiction pour dire au président, et je salue d'ailleurs Abdou Diouf. Abdou Diouf est resté longtemps au pouvoir après Senghor. Abdou Diouf a fait l'OIF. Et puis tout d'un coup, c'est Abdou Diouf qui dit un mandat renouvelable une seule fois. Je regrette d'avoir été très longtemps au pouvoir, mais c'est une très bonne chose. Il n'est jamais tard pour bien faire. Donc Abdou Diouf, il doit dire aujourd'hui à tous ceux qui veulent s'acharner à prendre le pouvoir pour le pouvoir, tous ceux qui veulent rester au pouvoir, de dire il est temps finalement d'appliquer la charte du Mandé, un peu comme font actuellement les Béninois. Tu ne peux pas faire aujourd'hui de coup d'État au Bénin. Les institutions sont fortes et les zones sont équilibrées. Les deux doivent aller ensemble. Un président équilibré, sérieux, profond, bâtisseur, avec des institutions fortes, on avance. Donc il faut saluer ces anciens présidents qui ne font pas de coup d'État contre actuellement Yahi Boni. Yahi Boni, c'est son dernier mandat et on lui a dit il n'est pas question de faire un troisième mandat. Et ça, c'est une très bonne chose. Aussi longtemps que les Africains s'inspireront de ce qui se passe au Bénin, après maintenant le Burkina Faso, je pense que l'avenir peut être prometteur. Jean-Marie, vous partagez cette analyse sur la sagesse des anciens présidents du Bénin ? Tout à fait. La sagesse des anciens présidents du Bénin, c'est quelque chose qui est marquant parce que bon, les conférences nationales sont nées en Afrique et ces conférences nationales-là, depuis qu'elles ont été appliquées au Bénin, vous n'avez plus de problème, si vous voulez, politique sur la scène béninoise. Tout simplement pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont pris, comme disait tout à l'heure M. Lansana, qui ont pris conscience de ce que représente leur peuple et de leur histoire. Et il y a un autre point que je voudrais aborder là-dessus. Vous savez, chez nous en Afrique, on nous dit toujours, il y a un vieux qui meurt, c'est une partie d'une bibliothèque qui brûle. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont l'histoire de leur pays, dont ils ont pour fonction de pouvoir la perpétuer dans le temps et d'éduquer, si vous voulez, les populations qui sont là. Maintenant, ça c'est au niveau moral, au niveau éthique des choses. Maintenant, au niveau politique, on peut dire qu'au niveau politique, il faudrait que toutes les constitutions africaines donnent un statut au chef d'État africain en tant que tel. Plus les ministres, tout simplement pourquoi ? Parce que on arrêterait, si vous voulez, un phénomène que nous connaissons dans la plupart, je ne dis pas on l'arrêterait jamais totalement, qui est la corruption. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un individu, je considère que c'est tout à fait humain, quand vous avez un individu qui vient en poste et qui se dit que je ne sais pas combien de temps je suis là, je resterai là pendant un an et demi, 2 ans, après on va me foutre à la peur. Je veux me retrouver comment? Je me retrouverai dans une situation, si vous voulez, qui fait en sorte que ces gens-là, dès leur entrée au pouvoir, vous n'avez pas de préoccupations concernant la population, vous avez des préoccupations qui sont des détournements, des deniers publics pour pouvoir se prémunir pour l'après-pouvoir. Donc un statut avec des avantages matériels, financiers. Avec des avantages matériels qui font en sorte que ces gens-là, on sécurise leur vie après la présidence. Regardez un peu ce qui se passe au Bénin. Au Bénin, vous avez un président de la République qui est reparti être maire dans dans sa propre ville. Et l'apport de M. Soglo, c'est un apport qui est énorme vis-à-vis de la jeunesse béninoise, vis-à-vis, de la classe politique et de la scène politique internationale. Donc à partir de là, il faudrait que dans toutes les constitutions africaines, que nous introduisions cette notion-là de sécuriser ces gens-là. Parce que être politicien, ce n'est pas un métier.
C'est une fonction qu'on occupe pendant un certain temps. Et les gens qui sont là-dedans, qui n'ont pas de métier à côté, il faudrait quand même les sécuriser. Et ça permettrait, si vous voulez, que l'Afrique se développe de manière autonome et de manière très, très, très efficace. Dans la mesure où, regardez aujourd'hui, les fonds qui sont détournés dans toutes les économies africaines qui se retrouvent à l'étranger, mais ces fonds-là auraient pu servir, si vous voulez, au développement de l'Afrique. Donc, mettons, si vous voulez, de l'ordre dans notre classe politique et nous allons favoriser et notre développement économique et notre développement social et le développement de la démocratie dans nos États africains. Gracien, vous êtes d'accord? Il faut assurer un vrai statut aux anciens chefs d'État. Est-ce que c'est un moyen aussi de favoriser l'alternance politique? Non, je ne crois pas, je ne suis pas d'accord avec mon ami. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a dans plusieurs pays, il y a des lois qui sécurisent les anciens présidents avec des avantages. Pratiquement, ça a été fait dans plusieurs pays. Mais ce qu'on voit en Afrique, même dans les pays où on a les anciens présidents qui ont des avantages, il y a toujours ce problème-là de corruption. Je ne sais pas si ce n'est pas suffisant. Il y a certains présidents qui ne sont pas habitués à... Il y a certains qui sont partis de l'État pauvre, qui arrivent avec des moyens qui sont à la fin... Ils ont, par exemple, l'équivalent d'un régime d'un vice-président. Donc, ils ont des moyens, ils ont la sécurité, ils ont tout, mais ça ne les empêche pas de continuer à voler dans les caisses de l'État, à être corrompus. Ça ne les empêche pas de vouloir rester au pouvoir, donc de continuer comme si vraiment ils se sont enrichis, ils veulent continuer à avoir plus. Des fois même, on connaît plusieurs chefs d'État africains qui n'ont pas profité de ce qu'ils ont volé. Donc c'est vraiment une autre maladie. Je voulais juste, si vous me permettez, juste parler du Bénin pour parler des anciens, de la sagesse des gens du Bénin. Je pourrais juste ajouter, c'est une sagesse qui vient de longtemps quand on remonte dans l'histoire du Bénin, ancien Dahomey. Je me rappelle un ancien roi du Dahomey qui s'appelait Guézo, qui disait que si tous les filles et les fils de la nation apportaient leurs mains pour boucher les trous de la nation, le pays serait sauvé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien les Béninois, même ceux qui arrivent au pouvoir, qui pensent aussi à sécuriser au moins le pays, de ne pas vouloir rester au pouvoir. Mathieu Kérékou, c'est un militaire qui a fait un coup d'État, mais qui s'est vraiment attelé à bien organiser le pays, aussi à quitter le pouvoir. Il a été parmi les premiers à quitter le pouvoir alors qu'il avait la force militaire de rester au pouvoir. Donc c'est vraiment un cas à saluer qui remonte, justement je voulais aussi, qui remonte dans l'histoire. Je pense que les Béninois vont encore puiser dans l'histoire ancienne de leur pays. C'est une bonne chose. Les autres pays aussi pourraient le faire. Alors justement, M. Camara, est-ce que c'est le rôle des anciens chefs d'État d'être des médiateurs dans la crise? Totalement. Un bon chef d'État, quand il n'est plus au pouvoir, doit faire en sorte que l'enseignement passe. Il faut donner ce que j'appelle, c'est l'exemple qui vaut la peine. C'est-à-dire que si vous avez été bon, si vous avez été droit, si vous avez bien conduit votre pays vers l'unité, le travail, être conscient. Les Africains, c'est dommage. J'ai peur que ma génération, qui a vécu à un moment donné dans la ferveur, il fallait l'indépendance, bâtir des États forts, se faire respecter. Ça, c'était notre créneau. Nous, quand on soutenait à l'époque Ahmed Sékou Touré, mais avant Ahmed Sékou Touré, j'ai connu Amilcar Cabral. J'avais à peine 16 ans. Amilcar Cabral, c'était un ingénieur agronome d'une sagesse infinie, d'une modestie infinie. Quand il venait nous voir, il disait « Je suis ingénieur agronome, je veux aider le paysanat, je veux moderniser l'agriculture. » Et puis jusqu'à ce qu'on l'ait assassiné. Et puis Ahmed Sékou Touré, on peut tout reprocher à Sékou. Au départ, il a été un excellent patriote, même si par la suite il a commis l'irréparable, le camp Boiro. Je condamne les crimes commis au camp Boiro, mais je dis que la France-Afrique a beaucoup joué. Il y avait deux camps Boiro. Il y avait le camp Boiro du camp Kamayenne, il y avait le camp Boiro de la désinformation par les Bob Denard, les Foccart. C'est ça la vérité historique. Donc nous disons qu'un chef d'État qui a été solide, qui a été intelligent, qui a conduit son pays vers la prospérité, vers une véritable indépendance culturelle, c'est important. Sékou Touré, il y avait, à son époque, il y avait ce que j'appelle les semaines de culture. Il y avait la manière de forger la jeunesse guinéenne. Il a commis des erreurs, mais il a été à un moment donné un excellent patriote et il faudrait équilibrer tout ça. Donc un bon président qui a bien travaillé, qui a aimé son pays, comme Kérékou,
Voilà des gens qui doivent passer le flambeau à la jeunesse. Ce sont des exemples. Ce n'est pas comme certains chefs d'État, et il a bien fait de le dire, qui s'enrichissent, qui viennent acheter des appartements à Paris. Mais ce n'est pas bon. Il faut construire dans nos capitales, dans nos villages. Ce n'est pas la peine de venir acheter des appartements ici, et puis vous partez, la France-Afrique, la mafia juridico-politique prend tout. Vous n'avez plus rien, ni vos familles, ni quoi que ce soit. Donc il faut que ceux qui sont conscients, qui aiment l'Afrique, avec nos matières premières, nos puits de pétrole, nos mines de diamants, soyons capables de bâtir nos pays, de nous faire les uns et les autres confiance. Et je pense que de ce point de vue, un bon chef d'État, dès lors qu'il quitte, et il a raison, il faut lui donner les moyens de rester au pays comme les Kérékou, comme les Soglo. Ils sont dans leur pays et il faut venir les consulter. Voilà. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Congo, le débat sur le changement ou non de la Constitution continue à animer la classe politique. À l'occasion des 13 ans de son adoption, les partis politiques de la majorité présidentielle ont signé une déclaration dans laquelle ils appellent au changement de la loi fondamentale, une démarche rejetée par l'opposition. Et aux Comores, après plusieurs reports, les élections législatives auront enfin lieu ce 25 janvier. Un véritable test pour le pouvoir avant la présidentielle de 2016. Pour l'instant, les inquiétudes portent sur l'organisation du scrutin. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. C'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+. Bonne CAN Orange 2015 sur Canal+. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains, et de nos éditorialistes Gracin Okindikiza et Jean-Marc Bitomo. Et tout de suite dans l'actualité économique, le 18e sommet de l'Union économique de l'UEMOA a eu lieu à Cotonou, au Bénin. La réunion a permis de valider les réformes menées dans cet espace communautaire qui compte sur un taux de croissance de plus de 7% en 2015. Mais les défis pour l'intégration communautaire restent nombreux. Birama Saonera. Dynamiser et consolider l'économie sous-régionale, c'est là l'objectif que les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont assignés. 6 chefs d'État se sont réunis lundi à Cotonou au Bénin lors de la 18e session ordinaire de l'organisation. La rencontre a permis de faire l'état des lieux du processus d'intégration, mais aussi de prendre des résolutions futures pour l'organisation sous-régionale. Cet instrument a permis une gestion efficace et un dénouement heureux de la récente crise politique survenue au Burkina Faso. Il s'y ajoute l'amélioration de l'environnement des affaires, de la qualité de la défense publique dans les États membres et le renforcement du dispositif de prévention de la fièvre à virus Ebola. L'année 2014 a été marquée par une nette progression de l'activité économique au sein de l'UEMOA. Le produit intérieur brut s'est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013. Cependant, pour des observateurs, la libre circulation des personnes et des biens reste encore un défi majeur à relever au sein de l'Union. Sur le plan économique, il y a une bonne avancée. On a la monnaie, le franc CFA qui est quand même un facteur d'intégration majeur. On a d'énormes projets
qui sont lancées. On a la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. On a la commission de l'UNOA. Donc, du point de vue financier, du point de vue de l'intégration monétaire, effectivement, oui, c'est vraiment un exemple de réussite. Et il faut approfondir cela, mais la circulation des biens des personnes. Et quand il y a eu le virus Ebola, on a vu que beaucoup de pays africains n'ont pas été solidaires des pays d'où venait Ebola. Donc vous comprenez que l'intégration, il y a encore du chemin à faire. L'activité économique dans l'espace UEMOA sera orientée au cours de l'année 2015. Il est attendu un taux de croissance de 7,2% du PIB. Des actions sont engagées à travers des projets et programmes afin d'améliorer la situation alimentaire des populations au sein de l'UEMOA. D'autres réformes sur le foncier rural et urbain sont également en cours. Jean-Marie, l'UEMOA porte son effort sur la libre circulation des biens et des personnes. Est-ce qu'il y a eu des avancées significatives dans ce domaine? En termes de circulation des personnes, je pense pas, si vous voulez. C'est la problématique à laquelle sont soumises pratiquement toutes nos unions régionales en Afrique. Vous avez la chose suivante, surtout si je prends la zone francophone. Vous avez, c'est-à-dire l'outil économique qui est censé être l'outil intégrateur, à savoir la monnaie qui permet, si vous voulez, des échanges. Mais par contre, vous avez des freins qui sont mis en place par les États, c'est-à-dire en défavorisant, si vous voulez. Notre aîné tout à l'heure a parlé de la notion de culture. La culture, c'est très très intéressant. Si nous nous arrêtons uniquement aux échanges de marchandises, c'est-à-dire nous n'allons pas progresser en Afrique, il faudrait rendre la libre circulation, si vous voulez, des individus à travers toutes les frontières d'une zone économique donnée. Je ne sais pas, nous les Africains, nous ne savons toujours pas comment... On ne sait pas, nous savons plutôt. Mais nous n'avons pas la volonté d'améliorer les choses. On n'a qu'à regarder les différentes unions économiques qui sont dans le monde entier. Ces unions économiques-là ne peuvent pas fonctionner de manière optimale et efficace tant que vous vous arrêtez uniquement dans la dimension des échanges de marchandises. Les échanges de personnes, ce sont ces échanges de personnes-là qui, à la limite, vont venir favoriser le développement économique, si vous voulez, des États et des individus. Parce que si nous considérons que la donnée économique pour moi, c'est la donnée minimale. Parce que c'est un exutoire pour moi, l'économie. Vous avez d'abord l'histoire, vous avez la culture des individus, c'est-à-dire ce sont des choses qu'il faut d'abord mettre en avant, et ensuite, si vous voulez, l'amélioration, le développement économique et social qui est prôné par les grandes institutions internationales, c'est un exutoire pour moi. Mais il faut d'abord une construction, une charpente, si vous voulez, en amont qui permette et qui favorise ce développement-là au sein des États. Donc, ce qui fait que, pour en revenir spécifiquement à la donnée de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est une zone qui, pour moi, est très, très dynamique et qui sert d'exemple. À chaque fois, on parle souvent de l'Afrique de l'Ouest. Quand je fais la comparaison entre l'UEMOA et la CEMAC, la CEAC, bon, ce sont, si vous voulez, des zones économiques dans lesquelles il ne se passe pas tellement grand-chose. Parce que, si vous voulez, vous avez les différents dirigeants qui sont jaloux de la souveraineté des États. Alors que cette souveraineté-là, si vous voulez, quand vous allez dans un espace qui regroupe l'UEMOA et la CEDEAO, qui sont les deux institutions de la zone, ce sont des institutions qui sont extrêmement dynamiques. Il n'y a qu'à voir, sur le plan politique, comment a été résolu le problème du Burkina Faso dans un temps record. C'est une résolution qu'on peut imputer à l'UEMOA? L'UEMOA, tout à fait, parce que ce sont des gens qui ont réagi tout de suite. Je veux faire un autre parallèle. Quand on prend le programme de Boko Haram, le problème de Boko Haram en Afrique centrale, pourquoi est-ce que le Boko Haram a les coudées franches aujourd'hui? C'est tout simplement pourquoi? Parce que vous avez eu un manque de coopération à la base. On me dira que les individus, bon, ils n'étaient pas conscients, si vous voulez, de ce que Boko Haram représentait. Mais jusqu'à ce jour, notre aîné tout à l'heure parlait des morts. Vous savez le nombre de morts qui a pu être évité au Burkina Faso. Tout simplement pourquoi? Parce que la CEDEAO a intervenu tout de suite en envoyant des émissaires, des envoyés spéciaux. Et ça a contribué à stabiliser la situation tout de suite. Donc à partir de là, la dynamique économique ne peut être que positive. Tout simplement pourquoi? Parce que vous mettez en place les jalons politiques nécessaires au développement ultérieur et dans tous les autres secteurs de l'économie. Gratien, Jean-Marie parlait de souveraineté. Il n'y aura pas d'intégration des États sans qu'ils acceptent de concéder une part de cette souveraineté. Est-ce que ce n'est pas là le problème principal? Oui, c'est là le problème principal. Il a comparé avec ce qui se passe en Afrique centrale. C'est toujours, au moins au niveau de l'UEMOA, en Afrique de l'Ouest, il y a au moins, plusieurs présidents sont des présidents qui ont été élus, il y a l'alternance démocratique, il y a cette volonté vraiment d'aller vers l'avant. Ce qui fait que les gens qui sont élus, qui voient bien l'avenir du pays, essaient de céder une partie, disons, de
de la souveraineté pour évoluer, pour gagner plus. Parce qu'on doit céder pour gagner. On ne peut pas tout gagner, on ne peut pas tout prendre. Or, il faut aussi que ces pays acceptent, surtout au niveau de la circulation des gens, des personnes, pour qu'au moins il y ait une augmentation des affaires. Or, ce qu'on voit, c'est que ces pays profitent du fait qu'ils ont la même monnaie. La même monnaie, ce n'est pas de leur fait, c'est produit issu de la colonisation. C'est une monnaie qui, on peut contester ou ne pas contester le franc CFA, mais c'est l'ensemble qui tourne autour de cette monnaie. Or, on ne voit pas vraiment la construction qui est venue après, autre cette monnaie, notamment au niveau des populations, au niveau des peuples, essayer de faire une sorte de fédération des nations pour évoluer, pour avoir mutualisé, disons, des moyens. Merci. Et au Rwanda, la politique sanitaire a connu une véritable révolution ces dernières années. La prise en charge des soins de santé des enfants notamment s'est considérablement améliorée, ce qui a favorisé la baisse de la mortalité infantile. Un reportage de notre correspondant Olivier Jacotin. La politique de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans est en bonne marche au Rwanda. Depuis 2006, les enfants ont bénéficié d'une attention particulière grâce à un nouveau programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. Une approche de l'Organisation mondiale de la santé adoptée par le Rwanda pour réduire la mortalité infantile. Ici, à l'hôpital de Kibagabaga, à Kigali, plusieurs enfants bénéficient de ce programme. Mon enfant est prématuré et les soins complémentaires qu'on doit lui administrer seront pris en charge par ma mutuelle. Je suis vraiment contente car les médicaments et autres dépenses pour la santé de mon enfant seront à la charge des autorités. J'ai accouché d'un prématuré qui a certaines anomalies comme le faible poids. Je ne me fais pas de soucis car je suis membre d'une mutuelle de santé. Donc, les dépenses seront couvertes par cette mutuelle. Cela me soulage vraiment. Le département de néonatologie de l'hôpital de Kibagabaga est de plus en plus sollicité dans le cadre de cette politique. Une trentaine de cas d'enfants prématurés est traité dans la semaine par cette entité. Mais pour des rendements performants, le renforcement du personnel sanitaire s'avère nécessaire. C'est surtout augmenter le nombre de personnels spécialisés, surtout pour les spécialistes. Il y en a encore peu, mais ça va quand même au fil du temps, ça va. Il y a 2 à 3 médecins qui viennent pour nous visiter. La politique sanitaire du Rwanda est un modèle en Afrique de l'Est et même sur le continent. 90% de la population rwandaise bénéficie d'une assurance maladie depuis 2004. Le gouvernement prend particulièrement en charge la quasi-totalité des soins de santé des personnes indigentes. Grâce au regard de la situation au Rwanda, est-ce que la gratuité des soins, c'est un élément essentiel dans l'accès aux soins? C'est un élément essentiel pour l'accession aux soins. Et on parle disons, des soins pour les enfants les moins de 5 ans, mais le Rwanda est allé loin. Bon, au niveau du reportage, je pense qu'on ne l'a pas montré. Il est allé loin parce qu'il y a les enfants. Quand on soigne les enfants, et on ne soigne pas les adultes, il y a un problème. Les adultes vont continuer à contaminer les enfants. Donc les adultes, s'ils ne sont pas en bonne santé. Or, au Rwanda, ce qui a été fait, c'est que tout citoyen rwandais, on ne parle même pas d'assurance maladie normale, tel qu'on le voit ailleurs. On parle de la mutuelle. Les Rwandais parlent en termes de mutuelle. C'est-à-dire que tout Rwandais doit avoir une mutuelle. Cotise, en principe, chaque mois, paye pour avoir une mutuelle. Et les gens, parce qu'au Rwanda, il y a 4 catégories au niveau de la population. Vous êtes Rwandais, vous devez vous retrouver dans les 4. Il y a les riches, il y a les moyens, il y a les pauvres et les plus pauvres, l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que les riches doivent contribuer à ce qu'ils cotisent pour les plus pauvres. Et les gens qui sont dans l'extrême pauvreté sont pris en compte, en charge par l'État, qui paye la mutuelle. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont la mutuelle. Du moment où on paye pour les plus pauvres, on a aussi les autres qui payent pour eux-mêmes. Donc il y a un système de solidarité. Il y a un système de solidarité, ce qui fait que aussi ce système de santé, disons, est avantagé par le système aussi de l'emploi, parce que quand les gens travaillent, sont actifs, ils sont en bonne santé. Or, au Rwanda, les gens qui sont les plus pauvres, il y a un système qu'on appelle ODE, pour les gens qui comprennent le Kinyarwanda. C'est-à-dire que les gens, ils ont la priorité pour les emplois, les emplois, disons, des communes ou autres. Quand il s'agit de la haute intensité de main-d'œuvre, ce sont les gens les plus pauvres qui sont privilégiés. Ce qui fait que
il y a l'emploi, il y a en même temps le système de santé qui est alimenté, mais en même temps, on peut dire que c'est un système de santé qui est très bien géré, qui n'est pas déficitaire et donc qui assure déjà à l'avenir ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays africains. Monsieur Camara, le Rwanda nous montre que l'amélioration, c'est aussi des choix politiques décisifs. Avant d'aller sur le Rwanda, l'UMOA, je souhaite que l'UMOA encourage... Alors un mot rapide, ce MOA, parce qu'on est à notre sujet. Le marché commun régional, il faut que l'UMOA mette l'accent là-dessus. Il faut qu'il y ait d'abord un marché commun régional où ensemble les produits sont vendus, où ensemble les populations, surtout le paysanat, a sa part de gâteau. C'est très important et ça c'est l'UMOA qui doit faire ça de telle manière que la circulation des biens ou des hommes, ça vient après. Donc il faut mettre l'accent sur l'organisation de marché commun régional. Maintenant le Rwanda, il faut saluer le système sanitaire mis en place par Kagame. Mais le Rwanda a subi des situations que vous connaissez, dramatiques. Il est tout à fait normal qu'on en tire des leçons en organisant le système sanitaire de telle sorte aujourd'hui que ces mères-là, ces enfants, puissent bénéficier effectivement de cette prise en charge. Autrement dit, ce qui se passe actuellement sur le plan sanitaire doit se passer aussi sur le plan régional. Il faut le dire, nous ne pouvons pas combattre les maladies, et c'est très bien que Kagame le fasse, si entre-temps les voisins ne sont pas rassurés. C'est ça la vérité. Kagame, je salue une fois de plus son système sanitaire, mais quand on l'accuse, et soyons sérieux, disons-le sans envenimer quoi que ce soit, d'envoyer des hommes pour tuer ses frères qui sont en République démocratique du Congo, je trouve que ça c'est inacceptable. Les deux doivent aller ensemble. Le système sanitaire, la paix avec les pays voisins. Jean-Marie, une réaction ? Oui, je voudrais avoir une réaction là-dessus, si vous voulez. Le secteur de la santé est un des secteurs essentiels, si vous voulez, de la vie sociétale. La plupart du temps, nous concevons, si vous voulez, la santé comme étant un coût. Alors que la santé, si vous voulez, c'est un investissement. Quand vous investissez sur un peuple, comme Gratien le disait tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez à disposition de l'économie les forces économiques disponibles pour pouvoir tirer la croissance du pays vers le haut. Donc, c'est la raison pour laquelle sur ce plateau, Fanny, je m'insurge toujours contre la privatisation à tout va qu'on veut nous imposer en Afrique et tout aux États africains. Tout simplement pourquoi on a un petit exemple là qui nous montre que ça fonctionne. Ça fonctionne tout simplement. Pourquoi? Parce que l'État se dit, bon, il y a une volonté politique derrière, organisons les choses de manière efficace. La santé comme l'éducation ne peuvent pas être des choses qui doivent être laissées uniquement à la loi du marché parce que ça a l'État de les organiser. On ne peut pas demander aux États africains aujourd'hui de sortir des fonctions régaliennes qui ont permis aux États européens de pouvoir se développer. Est-ce que l'Afrique fait une exception dans le développement économique là-dedans? Voilà la grande question. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacrée à la vie après le pouvoir. Monsieur Lantiné Camara, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie et vive l'Africa vainqueur. Gracien, merci d'avoir été là. Merci Fanny. Et Jean-Marie, merci. Bonsoir Fanny et bonsoir à nos téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.